Je vous souhaite déjà une très bonne soirée. Ce soir, l'idée, c'est évidemment de faire un webinaire sur le SRUC sous forme de questions-réponses. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter 3 intervenants que je vais vous présenter maintenant. Le premier intervenant, tout le monde le connaît fort bien parce que c'est un peu grâce à lui que nous sommes là ce soir. C'est le docteur Georges Mouton que j'aimerais qu'il se présente en 2 minutes. Donc pour moi, c'est une personne incroyable parce que j'ai eu l'occasion de le connaître depuis des années, mais de marcher aussi avec lui dans les bois. Et quand on parle avec lui dans les bois, c'est impressionnant. Mais aussi une personne qui est riche et qui a envie de partager beaucoup. Et donc Georges, vas-y, présente-toi en 2 minutes maintenant, à toi. En fait, j'ai une présentation assez originale parce que ce n'est pas moi qui vais parler, c'est un enregistrement pré-programmé et vous entendrez la voix de James Bond qui est derrière moi parce que je me rends compte que, en fait, ce n'est pas vraiment voulu, mais bon, j'en peux rien, c'est ce truc pend au mur là derrière. Donc, il y a mon portrait en James Bond à Londres en smoking, avant une soirée de gala. À l'hôtel, je ne sais plus trop quel hôtel d'ailleurs, enfin un hôtel prestigieux, mais où le Premier ministre anglais et d'ailleurs plus que ça, Winston Churchill avait son club pendant la Deuxième Guerre mondiale et il mettait un point d'honneur à rester dans son club pendant que les V2 tombaient sur Londres. Parce qu'il pensait qu'il aurait la chance, et il l'a eu, de ne pas ramasser un V2 sur la tronche. Et donc, c'est juste avant cette soirée assez mémorable que cette photo a été prise. Bon, écoutez, moi, je ne me présente jamais, donc je ne sais pas trop quoi dire. Mais il y a maintenant une nouvelle façon de me présenter, c'est d'aller un petit peu explorer mes vidéos. Sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est assez facile à trouver, puis vous pouvez demander à David, et puis beaucoup d'entre vous la connaissent. Et bon, je crois que dans ces vidéos, je partage beaucoup de choses avec vous, y compris les petits animaux. Avant que l'enregistrement commence, on a déjà vu passer Rosette, qui est ma nouvelle chatte. Très mignonne qui est passée, donc tout peut arriver. Alors j'ai une toute petite surprise, alors j'en aurai fini avec mon introduction, c'est que peut-être dans 1 heure et demie, nous aurons 1 ou 2 invités surprises. Alors évidemment, vous sentez venir l'affaire, c'est que ne sont pas des humains, ce sont, je dirais, des mammifères à 4 pattes, mais c'est assez inhabituel parce que tous les soirs maintenant, évidemment avec certaines tentations que je leur propose, j'ai la visite de 1 ou de 2 renards. Alors, s'ils se manifestent, je vous le signalerai et je prendrai peut-être une photo que je posterai sur Facebook. J'en ai une très, très belle de hier soir. Et ils sont là à 5 mètres, juste derrière la fenêtre. Et c'est Foxy et Guppy. Alors, il y en a 2 et on les reconnaît. Ils ont leurs petites habitudes, ils ont leurs petites frémousses. Et bon, voilà. Si ça se passe comme ça, si je regarde par là, c'est parce que je surveille éventuellement leur apparition. Et ça pourrait mettre une petite distraction dans la soirée parce qu'évidemment, on va beaucoup parler et ça peut être un petit peu barbant. Alors, j'ai ça à vous proposer comme distraction. Voilà, David, tu as la parole. Ok, merci Georges. Alors la personne suivante, c'est le docteur Simon Van Averbeek, qui est médecin en médecine fonctionnelle à la clinique privée de Velleroux. Simon, à toi, allume ton micro et présente-toi. Oui, bonjour, Simon Van Averbeek. Moi, j'ai terminé la médecine, mon assistanat il y a 6 mois. Et déjà, pendant ces 2 années d'assistanat, je faisais de la médecine générale et j'ai souvent été confronté à des situations où je sentais que j'arrivais au bout des limites de la médecine traditionnelle. Et donc, j'ai eu l'occasion dès le début de rencontrer Georges après 1 an, par l'intermédiaire de mon beau-père et de mon grand-père. Et voilà, après quelques discussions et puis quelques formations également, j'ai fait 1 semaine à Londres aussi avec l'Institut de médecine fonctionnelle américain. Et donc voilà, j'ai la grande chance de travailler avec Georges, on va dire avec Georges, où effectivement je vois les patients les samedis
Et puis, on rediscute des cas avec Georges. Et donc, voilà. Donc, ça fait 6 mois que je pratique vraiment la médecine fonctionnelle et j'ai un suivi, on peut dire, précis avec Georges Mouton. Voilà. Alors, Ok, merci à toi. David, j'ajouterai une petite phrase parce qu'il a parlé de son beau-père et de son grand-père, mais qui ne sont pas liés dans la même famille. Donc, en fait, c'est un peu un hasard. Donc, Simon a différents points d'accroche vers la médecine fonctionnelle via des personnes différentes qui se connaissent, évidemment. C'est comme ça que ça s'est fait, mais il est à bonne école et il l'est depuis le début. D'accord. Et son grand-père est quelqu'un d'extrêmement remarquable, je vais dire de tout à fait exceptionnel. C'est le professeur Marcel Robert Froid qui, par principe et je dirais par obligation, préface tous mes livres. Voilà, donc il y a un historique et Simon a été bercé par les faits de la médecine fonctionnelle dès le berceau. Merci à toi, Georges, Merci, Georges. pour cette précision. J'aimerais aussi présenter notre ami Tom Gall, qui est coach en nutrition et nutritionniste et aussi un super cuisinier. D'ailleurs, il nous a présenté ses nouvelles barres qu'il a concoctées il n'y a pas longtemps. Il faut savoir qu'il cuisine aussi à domicile pour celles ou ceux qui veulent s'offrir les services de notre ami Tom. Tom, à toi l'honneur de te présenter. Bonjour à tous. Il me semble que la présentation a déjà bien commencé. Donc, je suis le nutritionniste et le cuisinier en chef de Georges. On va dire ça comme ça. Enfin, bon. Comment? Il n'a qu'un, donc il est chef de lui-même, mais… Voilà, je suis chef de moi-même. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis là pour vous assister après la médecine fonctionnelle, bien évidemment. C'est bien de manger en fonction de sa génétique. Donc, j'élabore des modes de vie alimentaires selon la génétique, ainsi que des recettes. Donc, pour mieux vous aider, mieux vous satisfaire. Donc, n'hésitez pas en cas de questions. Je reste à votre disposition et je suis bien évidemment là pour vous recevoir à la clinique de Velleroux à Bierzet, au-dessus de Liège. Donc, voilà. N'hésitez pas, je me permettrai peut-être d'intervenir si je peux vous aider pendant ce webinaire. Voilà. Je ferai éventuellement appel à Tom ou à Simon quand je pense que ça peut aider, mais je crois, David, que c'est à moi que tu comptes adresser les premières rafales de questions. Tout à fait. Je vais juste terminer par me présenter. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache qui je suis. En résumé, évidemment, moi je m'appelle David Comblin. J'ai 43 ans. Je suis papa de bientôt 5 enfants. J'espère que ça n'arrivera pas ce soir. Ou sinon, je devrais vous quitter. Non, une blague à part. Moi, je suis passionné de vélo, de marche, de boxe. Et dans la vie, je suis aussi passionné par le bon fonctionnement de l'être humain. Ça, c'est vraiment primordial pour moi. Et qu'est-ce que je fais? En fait, je suis personal trainer dans un groupe qui s'appelle Body Concept Training. Et j'aide les personnes à avoir un mieux-être au quotidien via 4 axes. Évidemment, ça va correspondre à ce qu'on fait ce soir. L'activité physique, la nutrition, le mental et le repos. Donc voilà, ça c'est moi en résumé. Donc maintenant, je vois que Georges est en train de quitter sa chaise. C'est là où je vais justement lui lancer la première question. Donc je vais attendre qu'il revienne. Georges, tu m'entends? Il arrive. Il est parti avec le chat, je pense. Non, c'est Goliath qui aboyait pour sortir. Et donc, il est sorti. Et donc, maintenant, je vais avoir la paix. Il a mangé. Maintenant, il va faire un tour du jardin. Mais je pense qu'il y a les renards déjà derrière. Alors, il est en effervescence. On va essayer quand même d'y aller. Est-ce que tu as une première question pour moi, David? Alors, la première question, elle est simple. C'est comment enlever cette mauvaise habitude du sucre déjà trop ancrée pour certaines personnes? Bon, bonne question. Très bonne question. Et alors, réponse, je crois que vous allez être déçus par la réponse parce que, en résumé, je vais vous dire que pour arrêter d'avoir envie du sucre, il faut ne pas y succomber, ne pas succomber à cette envie. Mais bon, ça paraît évidemment assez
assez décevant comme réponse, mais je vais m'expliquer. Et je vais donner des exemples. Je crois qu'un moment crucial d'envie de sucre, c'est à 16 heures, 17 heures, okay, le moment du goûter. Énormément de gens ont surtout envie de sucre à ce moment-là. Bon. Et alors donc, la meilleure façon de résoudre ce problème va être de ne pas succomber à la tentation et de ne pas manger de sucre à ce moment-là. Alors, bon, salut les gars, c'est fini. Hein? Bon, ça va être un peu plus rapide que prévu. Bon, mais comment y arriver? Vous devez probablement manger quelque chose parce que je crois que vous pourriez être en train de confondre une petite faim, l'envie ou le besoin de manger quelque chose et prendre ça pour une envie ou un besoin de sucre. En parenthèse, le besoin de sucre, ça n'existe pas puisque le sucre est une invention récente favorisée par les drôles d'idées que Christophe Colomb a eues de prendre des plants de canne à sucre des îles Canaries, je crois de l'île qu'on appelle la Gomera, et d'amener ça en ce qui allait devenir la République dominicaine, l'île sur laquelle je suis né, sauf que je suis né du côté haïtien, c'est-à-dire de l'autre côté, juste derrière, mais sur la même île. Et évidemment, les cannes à sucre, là, ont prospéré, grandi, et voilà, est partie toute l'industrie du sucre venant de la canne à sucre. Et puis, quand les Anglais se sont bagarrés avec Napoléon et le trafic, les importations navales du sucre et de la canne à sucre ont été perturbées par les guerres napoléoniennes avec évidemment la maîtrise des Anglais sur les mers, hein, qui a quand même duré longtemps, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais enfin, passons. Eh bien, Napoléon a fait la promotion de la culture de la betterave sucrière qui a donc remplacé la canne à sucre. Et donc, le sucre nous est infligé par Christophe Colomb et Napoléon, plus ou moins indirectement. Et donc, on n'a pas de besoin lié à Christophe Colomb ou à Napoléon. Okay? Donc, il n'y a pas de besoin de sucre. Il peut y avoir une envie de sucre, mais il n'y a pas de besoin de sucre. Mais peut-être qu'il y a un besoin de manger à 16 heures. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de manger à 16 heures et ça va probablement aider. Okay? Et donc, ce que vous aviez envie de manger comme sucre à 16 heures, et on va parler d'un exemple de chocolat. Bon, une envie de chocolat à 16 heures, c'est très courant. Un bon chocolat noir de qualité, qui n'est pas un mauvais aliment en soi, mais à 16 heures, c'est une catastrophe. Alors, je vous propose de le remplacer par des oléagineux, des noisettes, des noix de cajou, un mélange. Les noix de cajou, c'est quand même assez agréable. Peut-être un mix de noix, hein, ou des cerneaux de noix, des amandes, enfin, ce que vous voulez, des pistaches, et de regarder votre barre de chocolat, de la repousser et de dire, toi, barre de chocolat, je te mangerai après mon repas suivant, donc après le dîner, tout de suite à la fin du dîner. Si vous parvenez à faire ça, je vous garantis que votre envie de sucre à 16 heures va diminuer de jour en jour. Bon, le lendemain sera encore dur, mais 2, 3, 4 jours de cette méthode, votre envie de sucre va diminuer. Okay? Donc, c'est déjà quelque chose de très pratique que je vous propose. La pire chose à faire est de succomber à cette envie de sucre à 16 heures. Parce que si vous y succombez, dites-vous bien, et ça c'est peut-être motivant pour ne pas succomber, que le lendemain, cette envie sera 2 fois pire. OK? Donc, essayez de retarder et de ne pas craquer. Bon, j'ai presque répondu à la question. Je voudrais ajouter quand même une chose. Si votre premier repas de la journée ou la première chose que vous mettez en bouche dans votre journée est à base de sucre ou a un impact direct sur votre glycémie avec un taux de sucre sanguin qui
qui explose, qui grimpe en flèche, ça va être très, très difficile de résister à cette envie de sucre à 16 heures. Donc, en fait, l'envie de sucre à 16 heures, elle est déjà amorcée par la première erreur que vous faites avec la première chose que vous vous mettez en bouche. Et j'ai bien dit la première chose, ça peut aussi être une boisson. Donc, je ne veux pas de café sucré ou de thé sucré pour commencer la journée. Je ne veux pas non plus de jus d'orange ou de smoothie ou de jus de légumes. Tout ça aura un impact direct sur votre glycémie. Et je ne veux pas de citron pressé pour commencer la journée, parce que même si c'est du citron, il y a du fructose. Faites les tests. Je veux bien vous les faire gratuitement, pas les tests, mais la prise de sang, je veux bien la fournir moi-même, sans honoraire. Vous verrez qu'un jus de citron pris à jeun va créer un pic de sucre matinal. Et ça, c'est déjà mettre votre système dans un cycle très néfaste de fluctuation, de pics et de crash, et des pics et des crashs, et des pics et des crashs. Et évidemment, les moments critiques, c'est le milieu de matinée, le soi-disant indispensable snack de milieu de matinée qui me fait bien rire ou pleurer, c'est comme vous voulez, et le besoin de sucre en milieu d'après-midi, voire vous savez, c'est comme après les tremblements de terre très, très sévères, vous avez les aftershocks en anglais, c'est comment en français, ah mince, les répliques, voilà, les répliques après les tremblements de terre, vous continuez à avoir toutes ces oscillations tout au cours de la journée à cause d'un début raté. OK? Donc, voilà. Et donc, le lait, je vois passer une question ici du docteur Van Averbeek. Évidemment, le lait dans le café contient du sucre. Si c'est un lait animal, il y a du lactose. Si c'est un lait sans lactose, on a remplacé le lactose par un autre type de sucre. Sinon, je vous garantis qu'un lait sans lactose, c'est imbuvable. Et donc, je suis très opposé aux produits laitiers sans lactose parce que c'est infect. Et donc, forcément, le lactose est remplacé par quelque chose qui n'est peut-être pas du lactose pour les intolérants au lactose, mais qui va toujours avoir un côté sucré. C'est souvent des maltodextrines d'origine douteuse, donc ce n'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Georges, il y a Daniel Wills qui a une question. Est-ce qu'elle veut intervenir pour la poser directement? Si oui, allumez votre micro. OK. Et moi, j'ai 2 secondes parce que je dois récupérer mon Goliath qui hurle derrière la porte parce qu'il veut rentrer. Bon. Daniel, vous pouvez allumer votre micro si vous voulez poser votre question vous-même. Et quand le docteur revient, ben voilà, très bien. Quand il revient, vous êtes go-go. Vous allez bien? D'accord. Oui, merci. Allez, il va revenir. Oui, je connais l'histoire. C'est un kit infernal. Il peut rentrer par les trappes, mais il pleut. Et passer par les trappes, évidemment, c'est pas l'idéal parce qu'on va se faire mouiller. Et donc, on est en train de hurler derrière la porte. Alors maintenant, on va le tenir ici, bien tranquille, et il ne nous embêtera pas. Allez, installe. Allez-y, Daniel, à vous. OK. Bonsoir tout le monde. Ma question, c'est, bon, je fais le jeûne intermittent. À 16 heures, je n'ai plus d'envie de sucre ou de snack ou quoi que ce soit. Par contre, l'envie de finir un repas avec quelque chose de sucré, que ce soit un fruit ou un morceau de chocolat noir, bon, c'est ce que je fais, mais c'est presque... J'ai difficile à m'arrêter à juste un morceau, quoi. Et ça devient terrible, et surtout le soir. Donc, ma question est, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut manger pour enlever, ou y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour enlever cette envie de sucre? Parce que ça vient des intestins, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut prendre pour arrêter ça? OK. Bon, alors, je réponds, mais je dois faire un petit préambule parce que Daniel, vous avez fait allusion au jeûne intermittent et c'est vrai que
bon, alors, ça a fait l'objet d'autres webinaires. On ne va pas refaire un webinaire jeûne intermittent. Il y a plein de capsules sur ma chaîne. Il y a un webinaire qui a été consacré, qui a énormément de succès, énormément de vues tout le temps. Hein. C'est de loin mes vidéos les plus vues. Et le jeûne intermittent, c'est l'inverse, l'exact antidote de ce début de journée avec un démarrage sucré. Ça vous donne le message tout à fait inverse. Le jeûne intermittent vous oblige à brûler des graisses puisqu'il n'y a rien d'autre de disponible. Et donc, ça va lisser toutes les fluctuations. Et donc, c'est le remède miracle pour avoir moins de pulsions sucrées entre les repas et donc moins de snacks défavorables et d'erreurs à 16 heures, d'erreurs tragiques à 16 heures. La meilleure façon d'arrêter ça, c'est effectivement le jeûne intermittent. Et j'allais dire ça à un moment donné. Bon, ben voilà, l'exemple est déjà ici en live devant nous et ça fonctionne très bien. Parce que c'est vrai, hein, Daniel, qu'à 16 heures, il n'y a pas de problème pour vous passer de sucre. Donc, le problème n'est pas là. Bon. Non. Alors, maintenant, je réponds à la question qui est cette envie de sucre après le repas. Là où deux réponses bien distinctes. L'envie de sucre après le repas, elle est, je dirais, normale. Vouloir la réprimer, la supprimer, l'éradiquer n'a pas beaucoup de sens parce que tôt ou tard, vous allez nécessairement succomber, craquer et quand même avoir besoin de sucre après le repas. D'accord, ok. Okay. Donc, je crois qu'il ne faut pas se culpabiliser. Ça, c'est normal d'avoir envie de sucre après le repas. Parce que vu qu'on n'en a plus en snack, on n'a que la fin des repas pour avoir du sucre. Si on se prive de ça, ça voudrait dire qu'on ne va pas manger de sucre du tout. Enfin, de sucre. On ne parle pas de morceaux de sucre, on parle de choses sucrées. Okay? Oui, oui. Mais ça n'est pas réaliste. Ça n'est pas réaliste. On en a mangé depuis qu'on est petit, tout le monde en mange, etc. C'est juste une illusion. Donc, en fait, le sucre, on ne peut pas l'éradiquer, l'encercler, le cerner et le ramener à la fin des repas. Et si on est en jeûne intermittent, il y a typiquement 2 repas, eh bien, on peut en avoir à la fin des 2. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Maintenant, plus on avance, plus c'est difficile. Maintenant, comment est-ce qu'on va limiter cette quantité de sucre? Oui. À la fin, je pense que vous voulez dire du dîner, non? Surtout le soir, vous avez dit. Oui, oui. Alors, première partie de la solution, c'est peut-être de s'autoriser une quantité de sucre raisonnable à la fin du premier repas. Est-ce que vous en prenez à la fin du repas de midi? Que vous vous dites, oh, j'essaie de ne pas en prendre. Ben, j'ai essayé ça, mais ça ne marchait pas. Donc maintenant, c'est vrai que j'en prends après mon repas à 1h. OK. Oui. Je crois que c'est mieux d'en prendre aussi après le repas à 1h, parce que sinon, je crains qu'il y ait une frustration ou une espèce d'obsession qui monte et qu'alors on en prenne beaucoup après le deuxième repas. Donc, c'est mieux d'en prendre de manière raisonnable après les 2 principaux repas pour diminuer le risque d'avoir trop envie après le deuxième repas. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc ça, c'est un début de solution. Bon, étant donné que le sucre est très crée une addiction terrifiante que beaucoup comparent à... Simon, tu compares ça à quoi, toi? À la cocaïne, c'est ça que tu dis? Ouais. Le sucre? Oui.
je fais pas spécialement d'analogie avec la cocaïne, mais de toute façon, c'est une drogue en tout cas. Ou comme la nicotine éventuellement. C'est peut-être parfois bien de faire rapprochement. Des petits plaisirs immédiats, finalement. C'est des petits une vraie plaisirs. addiction. On se sent très bien au moment où on le mange, et puis juste après, ben, on en voit les conséquences. Voilà. Mais donc, je crois qu'effectivement, d'en avoir déjà un peu à midi va diminuer le risque d'exagérer le soir. Mais puisque c'est une addiction, comme avec toute manipulation de source d'addiction, je crois qu'il faut se manipuler soi-même, qu'il faut une stratégie et qu'il faut éviter d'être trop tenté par un accès illimité à une grosse quantité. Hein? Alors, mes collègues ici présents n'ont rien de junkie, donc je ne vais pas faire des plaisanteries typiques de mon mauvais humour et les soupçonner de Dieu sait quelle dérive. Mais il est un fait que quand on veut limiter une addiction, on en limite l'accès. Donc, je crois qu'il faut acheter des conditionnements. Si on parle de chocolat noir, il faut acheter des conditionnements raisonnables, où il faut se couper une ligne de chocolat et la sortir des réserves. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à mettre ces choses-là sous clé, mais bon, on peut tout imaginer. Vous savez ce que je fais, moi, parce que mon petit vice, c'est effectivement une barre de chocolat Galère. Quand j'ai vraiment besoin de sucre et une envie, besoin de sucre, j'ai dit que ça n'existait pas. Quand j'ai vraiment une envie de sucre et que je me dis non, je mérite, j'ai été raisonnable, etc., je vais me faire un bon dessert bien sucré, je prends une barre de chocolat Galère. Et donc forcément, je n'en achète pas une à la fois. J'en achète, tenez-vous bien, 8 à la fois. Okay? Pas 16, hein, ni 9. J'en achète 8. On me regarde déjà d'un œil torve au magasin. En fait, je consomme ça sur 15 jours. C'est un magasin où je vais maximum toutes les 2 ou 3 semaines. Bon, je ne pense pas que ce soit totalement déraisonnable. Mais les 8 barres en question, quand je les achète, je ne les mets pas dans ma cuisine. D'ailleurs, vous ne les avez pas vues, celles-là, lors de la fameuse vidéo cuisine, parce que il y a des choses à la cave. Il y a des choses à la cave. Je ne devrais jamais dire tout ça. Mais enfin bon, je suis lancé, maintenant je dois finir. Et donc, les 8 barres en question, je les mets à la cave. Et donc, quand je dois me taper à la cave. Comprenez l'idée? Ouais, évidemment, si je descends à la cave où ces barres se trouvent, je n'en prends qu'une. Puisqu'elles sont à la cave, je ne vais pas en prendre 2, puisque je vais en manger une. Si j'en remonte 2, je vais en manger 2. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, je crois qu'il faut manipuler soi-même. On est faible, on est tenté, hein, et on est obligé de se surveiller soi-même. Bon, évidemment, voir si on vit en famille, ça peut être une stratégie familiale où chacun calme l'autre. Une autre précaution qui est du même ordre, c'est de ne jamais aller acheter vos courses, en particulier tout ce qui risque d'être sucré, tant que vous n'avez pas un bon repas sur l'estomac. Parce que sinon, vous allez acheter des trucs en gros et acheter avec une liste de courses. OK? Moi, je mets chocolat sur la liste de courses et c'est 8. Bon, je ne mets pas 8, je pourrais. Et voilà. Et ça doit être sur la liste de courses. Je l'achète, mais je n'achète pas du chocolat de manière impulsive. C'est planifié. Et quand vous ne faites pas comme ça, vous achetez des trucs en vous donnant des fausses excuses parce que vous vous dites « Oh, mais c'est rien, je vais prendre quand même… » Alors, la grosse
Alors, la grosse farce, alors ça me fait bien rigoler, c'est pour les invités. OK? Tout ce qu'on achète pour les invités. Oui, non, moi, je ne mange pas ça, mais si j'ai… Enfin, la bonne chose de la COVID, c'est qu'il n'y a plus d'invités, donc l'excuse a disparu, mais ça reviendra tôt ou tard. Et soi-disant, on achète pour les invités, quand ce n'est pas pour les gosses, mais bon, alors les gosses, je ne sais pas s'ils ont mérité cette punition-là. Et alors, ce qu'on achète soi-disant pour l'invité a toujours disparu avant que l'invité ne pointe le bout de son nez. Okay, donc ça, c'est alors un mensonge plus éhonté que celui-là, il n'y a pas. Hein. Et tout le monde l'a fait, ça. Hein. Je veux dire, c'est pas, ça n'a rien d'unique. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire attention justement à l'approvisionnement. OK? À tous les niveaux, au niveau des achats, au niveau de quand vous allez acheter, de ce que vous allez acheter et de où vous le stockez chez vous et au niveau de la préparation du repas. Par exemple, si c'est cette barre de chocolat, elle pourrait figurer sur votre nappe ou sur votre plateau repas, vous comprenez. Et voilà, avant d'avoir cette pulsion sucrée à la fin du repas, vous avez déjà déterminé le dessert qui va être accessible. Le reste, il est off-limits. Ouais. OK? C'est un début de solution, vous croyez? Ouais. C'est David qui a inventé le titre du webinaire, Stop Sucre. Ce n'est pas moi qui ai mis ça. Écoutez, un homme de mon âge n'a pas ce genre de formule. C'est du Comblin tout craché. Et donc, ici, je vous donne c'est des vraies pistes. Ce sont les pistes qui fonctionnent pour moi et que je vois fonctionner chez mes patients, évidemment. Tom, tu as une meilleure idée, toi? Je suis un peu ailleurs, là. Désolé, je n'ai pas… Mais l'idée pour ne pas succomber à un dessert excessif au point de vue sucre, à un dessert trop copieux en sucre. Comment, par exemple, bon, tes barres, je viens de m'en servir comme dessert, j'en ai mangé 3 petites, donc je pense que c'est des spécialement petites dont j'ai hérité. Bon, j'en ai pris 3, mais il y en a 12 dans le frigo, il en reste 9. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas manger les 12? Voilà, c'est la question qu'on se pose en pratique. Est-ce que toi, tu as une recette que tu t'appliques éventuellement même à toi-même pour ne pas, dans le cadre d'un dessert, puisque, bon, je ne sais pas si tout le monde, parce qu'on est quand même 42 participants, c'est beaucoup, je vous remercie. Je ne sais pas si tout le monde a entendu ce que je n'arrête pas de dire. Je ne veux pas de sucre en début de journée. Je ne veux pas de sucre au début du petit déjeuner. Je ne suis pas certain que je veux des petits déjeuners tout court, mais enfin, bon, ça, c'est le jeûne intermittent, on ne va pas se lancer là-dedans. Je ne veux pas de sucre en snack. Je ne veux pas de sucre en soirée. Bref, le sucre est cantonné au dessert des 2 principaux repas, parce que le snack, il n'y a pas de place pour un dessert, je crois, ou alors très, très, très modeste. Mais donc, à partir du moment où on est sur cette base-là, le sucre, il est limité, il est encerclé dans des zones de dessert après leur premier pas, après le dernier pas. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce dessert ne devienne trop volumineux et finissent quand même par ruiner la stratégie Stop Sucre chère à David? Est-ce que tu as un truc que tu conseilles à tes patients, par exemple, que tu vois en nutrition? Oui, bien évidemment. Moi, je trouve que quand on réduit fortement les hydrates pendant le repas, quel qu'il soit, on a souvent tendance à prendre des desserts à rallonge. Après, bien évidemment, on va aller sur des glucides avec un indice glycémique beaucoup plus faible pour ne pas perturber cette glycémie. Hein. Et de toute façon, avoir une protéine, une portion qui se tient dans la main, que ce soit du poisson, du poulet ou une viande, selon la génétique, bien évidemment. Ça, c'est important. Maintenant, pour moi, les gens qui ont souvent tendance à craquer fortement sur les desserts ultra sucrés ou en abuser, pour moi, c'est qu'il manque un petit peu de glucides ou c'est qu'ils sont trop…
il change trop vite d'une alimentation à l'autre. Le corps n'a pas le temps de s'adapter. Et bien évidemment, on le sait bien que quand on a une dysbiose intestinale ou un dérèglement bactérien, ben, ça ne se solutionne pas en un jour, à mon sens. Donc, il faut des fois aller plus progressivement, à la place de réagir drastiquement, d'arrêter les sucres d'un jour à l'autre, quoi. OK, très bien. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est bien, c'est une bonne idée, David, d'avoir fait un webinaire à plusieurs parce qu'il y a plus d'idées dans 3 têtes que dans une. Et petite parenthèse ici, Simon, moi, je n'ai vraiment pas le temps parce que je me concentre sur ce que j'essaie de dire, ou j'essaie de me concentrer sur ce que je dis plus exactement. Vous voyez que ce n'est pas évident parce que j'ai quand même fait toute ma journée de consultation. Et je n'ai vraiment pas la possibilité de me dédoubler et de suivre le chat. Donc, si tu peux gérer le chat, moi, c'est parfait parce que sinon, J'ai déjà un petit peu commencé. J'ai déjà un petit peu commencé. J'ai vu. Okay. J'ai vu et c'est bien. Et fais ça parce que, bon, moi, je ne sais pas me dédoubler. Donc, ça, c'est très bien. Et je suis certain que tu feras ça très bien. Bon, donc, je rebondis sur ce que Tom a dit parce qu'il y a des idées là-dedans. Il y a plusieurs idées. Laissez-moi bien les développer. C'est toujours à Daniel qui va avoir ici la solution à tous ces problèmes. Il est un fait que si, mais de nouveau, là, je dois vous renvoyer aux vidéos, aux capsules sur les génotypes ApoE. Et ça, c'est toute une histoire. Et il y a aussi un webinaire génomique avec les ApoE. On ne va pas refaire les mêmes webinaires. Et donc, je n'explique pas en détail. Mais selon votre génétique, votre génotype ApoE, vous avez droit à plus ou moins de glucides. En résumé, l'immense majorité des gens, probablement plus de 3/4 de la population, doit limiter ses glucides de manière assez drastique par rapport aux habitudes qu'on a qui sont beaucoup trop glucidiques et c'est une erreur de civilisation. Mais bon, on parlera de ça un autre jour. Les capsules vidéo que je suis en train de faire pour celles demain à 19h30, vous me lirez en live sur ma chaîne YouTube, la nouvelle vidéo que je crois qu'elle est pas mal. Honnêtement, je suis assez content. Je pense que c'est une des meilleures. Mais bon, on espère toujours ça à chaque fois. Et ces vidéos ont pour but de vous aider à augmenter la prise de graisse aux dépens des hydrates de carbone qui sont souvent surabondants. Mais quand vous faites ça de manière un peu trop, et là Tom a tout à fait raison, quand vous faites ça de manière un peu trop agressive et que vous avez une restriction un petit peu excessive de glucides, parce que c'est difficile de toujours trouver le juste milieu et vous pouvez avoir des fluctuations d'un jour à l'autre, d'une partie de la semaine à l'autre, alors on peut être pris effectivement d'une plus forte attirance pour les sucres en dessert. Et ça a du bon de se dire, bon, je vais remettre un peu plus de glucides dans mon alimentation pour diminuer. Si vous voulez, les sucres interviennent en dessert comme compensation à une prise de glucides qui devient un peu insuffisante. C'est l'hypothalamus, tout ça. OK? Et de nouveau, ici, dans le génotype, vous avez des nuances parce que c'est vrai que ce que j'utilise ici comme référence, c'est plutôt le génotype ApoE3. Beaucoup d'entre nous ici sommes E3, et pas tous, mais les E3, s'ils commencent à trop restreindre leurs glucides, ils fatiguent et ils ont envie de plus de sucre en dessert. Donc, Tom a tout à fait raison. Donc, il faut peut-être revoir un peu sa copie et mettre un peu plus de glucides dans les journées suivantes. Ça, c'est bien. Et puis, il y a une autre idée qu'il a émise qui est également correcte. C'est les gens qui ont introduit un jeûne intermittent, les gens qui essayent de devenir des fat burners alors qu'ils étaient des carb burners. J'espère que tout le monde comprend ça. Sinon, demandez dans le chat et Simon répondra. Ces gens vont à un moment donné faire un peu peur à leur système qui va subitement se dire qu'il y a plutôt une famine
il y a un changement tellement brutal dans l'alimentation que les clignotants vont se mettre au rouge. Donc, si vous faites des évolutions trop rapides dans vos améliorations, ce sont des améliorations, mais améliorer trop vite est dangereux parce que le corps ne comprend pas les changements et se rebelle et vous ramène en arrière. Et ça, c'est un aller-retour qui ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Okay? Donc, amener ces changements, que ce soit l'instauration d'un jeûne intermittent ou que ce soit une réduction des glucides au bénéfice des lipides, des graisses, ce sont des changements qu'il faut faire pas à pas. Il faut faire un progrès, faire un palier, faire un progrès, faire un palier. Et il faut faire ça sur des mois, pas sur des jours. Okay? Ça, c'est une erreur classique. Je vois passer une question à laquelle on va avoir toutes les peines du monde à répondre. Je vais quand même, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas vu ça, et donc je vais quand même donner les chiffres. Donc, je suis ici parti sur ma chaîne YouTube où j'ai la liste des… Attendez, voilà, contenu. Et donc, j'ai mes 50 vidéos, 49 vidéos. Et donc, je vous donne les points de repère essentiels. Au début, c'était Covid, etc. Bon, c'est toujours d'actualité, mais on n'est pas là-dedans. Le jeûne intermittent, bon, là, ben, c'est facile, c'est le titre et ça va de 1 à 7, si je me souviens bien. Alors là, vous en avez vraiment la totale. Et puis alors, vous avez des vidéos que j'ai intitulées « Vive la génomique » qui datent déjà du mois de juillet. Donc, il faut remonter dans la chaîne des vidéos. Et les vidéos les plus importantes pour les grands choix alimentaires, c'est les vidéos sur le génotype ApoE. Et ça va de Vive la génomique 2 à 4. Voilà, ça c'est absolument crucial de connaître son génotype ApoE pour adapter les équilibres entre les glucides et les lipides. Mais de manière générale et de manière très intéressante, je me suis rendu compte vendredi dernier avec une patiente en particulier qui est E4, que même les E4 tombent facilement dans l'excès de glucides. On est plus tolérant vis-à-vis des glucides chez les E4. Et donc, je fais un peu moins attention, je suis un peu moins obsédé par augmenter les graisses. Eh bien, même chez les E4, on peut facilement, surtout s'ils sont très compliants, ils suivent bien les consignes. Donc, moi, quand je dis, OK, en E4, il ne faut pas trop de graisse, mais je retrouve mes E4 avec trop peu de graisse. Donc, vous voyez, la tendance générale, c'est qu'on a quand même une espèce de phobie des graisses qui est le résultat de décennies de ce que j'appelle le fat bashing. Hein, le fat bashing, la graisse est l'ennemi. Et le gros problème, c'est que les gens essayent de ne pas être gros ou gras. Et celui qui ne veut pas être gras, la première chose qu'il se dit, ben, je ne dois pas manger gras. Alors, je veux bien admettre que ça a une certaine logique grammaticale, mais je peux vous dire que ça s'arrête à la grammaire. Okay? Ça ne va pas plus loin que les mots de vocabulaire. Ce n'est pas parce qu'on mange gras qu'on est gras. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Je vois aussi une question assez intéressante de Tristan, si je me trompe, si je lis bien le chat, parce que bon, c'est pas moi, je crois que c'est juste, c'est Tristan. Tristan nous dit, personnellement, si je veux manger une pâtisserie, je dois faire l'effort de la cuisiner moi-même, car je n'achète rien de pré-cuisiné. Je prépare donc mon crumble quotidien tous les soirs, mais il faut être organisé pour trouver le temps. C'est vrai que c'est une partie de la réponse pour Daniel, à laquelle je ne pensais plus, mais je connais ça, parce que le fait de devoir faire un effort pour préparer son dessert, ça le met en valeur. On peut à ce moment-là ne pas exagérer. Hein, voilà, même si ce n'est pas la parfaite analogie, mais quand un enfant ne veut pas manger de légumes, la meilleure manière d'y arriver, c'est de lui faire
ramasser les légumes dans le potager s'il y a un potager, ou si on les achète dans un magasin, c'est de les laver, de les couper, sans se couper évidemment un doigt avec, hein, ça dépend un peu de l'âge, ou de les râper, bon ça c'est peut-être moins dangereux, quoique, ou de les surveiller sur le feu, ok, donc, ou de contribuer à préparer la salade. Parce que alors, les enfants, comme par hasard, eh ben, ce qu'ils ont préparé, ils vont y donner une valeur et ils vont être beaucoup plus enclins à le manger. Et donc, si vous faites un dessert préparé, eh bien, vu qu'au moment où vous allez le préparer, vous ne serez pas sous cette espèce d'emprise du sucre, ça va être plus raisonnable. Daniel, retour à la cuisine, allez me préparer votre dessert de demain midi et de demain soir. OK? Ça va? Vous êtes contente avec ça? Très bien. Bon, David, à toi la parole. J'ai justement une question et qui, si tu vois dans le chat, ça se reproduit là maintenant, justement. J'avais une question en privé par rapport à la fermentation des fruits. C'est une chose qu'on avait déjà discuté ensemble lors de notre balade, après le repas. Et là, maintenant, si tu vois, on demande aussi le fruit en dessert, est-il problématique pour la digestion? Et on demande, est-ce que le fruit cuit a une problématique concernant le fructose? Okay. Bon, ben, une partie de la réponse est absolument implicite, parce que tout ce qu'on vient de discuter sur les 15-20 dernières minutes, c'est pour être certain que ce dessert ne soit pas gigantesque. OK? Donc, il y a des… Alors, de nouveau, je vous dis ce que je fais. Moi, en dessert, j'essaie de manger un fruit et un peu de chocolat noir. Enfin, un peu. Quand je… mes propres conseils, sinon c'est un peu plus. Mais enfin bon, ça fonctionne quand même assez bien. Et donc, je trouve que l'un aide à ne pas exagérer avec l'autre et vice-versa. C'est encore une partie de la réponse, ça. Parce que si je ne mange que du fruit, je suis un peu frustré quand même, et donc je risque d'en manger trop. Et pareil avec le chocolat, parce que bon là, finalement, j'ai quand même envie de mon dessert. Et en mangeant un dessert mi-fruit, mi-chocolat, ça reste raisonnable. Alors, donc, je vais me retrouver avec une orange sanguine comme dessert. C'est ce que j'aimais, je vous les ai montrés dans ma vidéo cuisine. C'est ce que j'aime bien à cette époque-ci de l'année quand j'en trouve des bonnes. Bon, qu'est-ce que je vais avoir comme fructose avec ça? 4 grammes, parce que c'est en général des petites oranges, probablement 4 grammes. Alors, je vais être franc avec vous. Ne venez pas m'emmerder avec des soi-disant fermentations de 4 grammes de fructose. OK? Là, vous vous déconnectez, le micro et la caméra, bye bye. Parce que ça n'a pas de sens de dire ça. OK? Ça n'a pas de sens. Parce que, est-ce que vous venez m'emmerder avec les glucides souvent pas très… celui qui va venir m'enquiquiner avec l'orange en dessert en disant que c'est la fin du monde et que ça va lui pourrir l'intestin et la vie jusqu'à la fin des temps, il a mangé une belle portion de purée de pommes de terre avec sa viande ou son poisson juste avant. Et on vient me harceler avec l'orange sanguine qui suit cette espèce de montagne de purée de pommes de terre qu'il y avait dans son assiette quelques minutes avant. On veut rigoler là ou quoi? OK? C'est quoi ça pour un mythe venu d'on ne sait où? Ça n'a aucun sens. Si on mange un sac d'oranges, vous savez, les filets de 12 oranges qu'il y a maintenant dans les grandes surfaces, qui sont d'ailleurs très gênants parce que c'est des filets qui se déforment en petites microparticules de plastique. Il vaudrait mieux mettre les oranges dans un sac en papier, quitte à aller avec vos propres sacs en papier et mettre les oranges dedans, en vrac. Et ça, si vous mangez 12 oranges, bon là, je veux bien discuter toute cette histoire de fermentation. Mais si c'est un dessert raisonnable, je ne vois pas la logique par rapport aux glucides qui sont
la règle et qui sont le sport national pendant le repas qui précède, qu'on m'explique où ça change de registre parce que le glucide vient d'un fruit alors que juste avant, il vient d'un féculent. Je ne sais pas, qu'on m'explique. Okay, j'ai fait 7 ans de médecine, j'ai fait 36 ans de pratique professionnelle. Vous êtes en train d'essayer de me dire, bon, j'en veux pas personnellement. Oh là là, qui est-ce qui a posé cette question? C'est peut-être Guillaume. Bon, soyons calmes. C'est parce que, en plus, ça a été gentiment posé ici. Hein. On parle de digestion, pas toujours terrible, mais j'ai des gens qui m'agressent, qui me disent, docteur Mouton, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Le fruit ne peut que se manger en dehors des repas. Sinon, c'est la fin du monde. C'est pire que la pandémie. Si on mange un fruit en dessert, il doit être mangé en dehors des repas pour des raisons. Alors là, il y a toute une biochimie qu'on me déballe qui n'a aucun sens. Zéro. Zéro. Je vous donne 0. Alors, je ne veux pas non plus être trop extrême, parce que c'est vrai que ça a peut-être l'air d'être extrême. Ce problème des fruits en dehors des repas n'a pas énormément d'impact chez des gens qui ont une glycémie basse, une insulinémie basse, une hémoglobine glycosylée HbA1c basse, qui sont jeunes, sportifs, suractifs, très nerveux, qui bougent tout le temps, qui ont des boulots très physiques, qui courent d'un endroit à l'autre. Bon, on ne parle pas de ces gens-là, ils n'ont aucun problème. Donc, moi, je suis médecin, je traite avec des gens qui ont des problèmes. Mais l'adulte qui a 40 ans, 50 ans et au-delà, et qui va typiquement avoir de la graisse abdominale, être en train de prendre du ventre, un tour de taille qui est en expansion, une hémoglobine glycosylée qui grimpe, qui terminera en caramélisation du cerveau avec de la démence sénile et une maladie d'Alzheimer, là, il y a un autre problème. Et là, je ne veux pas entendre parler, je n'ai même pas question d'en entendre parler de la pomme à 16 heures. Ça, vous savez tous, si vous êtes dans ce webinaire, vous savez que ça me rend complètement hystérique, la preuve. Hein? Et donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, une pomme en dessert, ça n'a pas plus. C'est peut-être là qu'il y a une mauvaise compréhension. Moi, je suis d'accord de fruits en dessert, mais pas des quantités délirantes. La pomme apporte autant de fructose que 14 abricots ou 27 fruits de la passion. Est-ce que vous allez vraiment manger 27 fruits de la passion en dessert? Non. OK? Mais si vous en mangez 4, il n'y a aucun problème. Vous allez manger comme dessert 2-3 abricots et une petite barre de chocolat. Il n'y a aucun problème qu'on ne me parle pas de fermentation. Alors, une partie de la... Les fruits cuits, je savais bien que j'allais foirer sur ça, les fruits cuits. Pas les fruits, mais les fruits cuits. Les fruits cuits sont-ils plus problématiques que les fruits crus concernant le fructose? J'ai en tête que oui. Ça, c'est Christelle qui pose la question. Oui, parce que c'est très simple. Vu que c'est, ratatiné, vu que c'est, ça prend moins de volume, vu que c'est déjà très facile à manger comme ça à la cuillère, on est tenté d'en prendre beaucoup plus. Donc, le fruit ne me dérange pas si la portion a été, calculée avant et qu'on ne se laisse pas emporter par... voilà. Hein, et alors, je ne sais plus, j'ai eu un patient, je crois que c'est aujourd'hui, qui sait très bien que je n'ai hors de question d'entendre parler des pommes... machin bazar, mais alors cette patiente, elle les cuit. Elle cuit ses pommes. Elle pense que ça va passer, mais non, ça ne passe pas. Moi, je les vois, les pommes, dans les prises de sang, ok, cuites ou pas. Non, le cuit, ça revient au même, sauf qu'on est attiré pour en manger plus. Et les fruits secs, c'est la même chose. Tom, c'est des fruits secs là que c'est de cacher maintenant discrètement. Parce qu'évidemment, vous allez manger des abricots secs, je vous parle des abricots, mais si vous mangez des abricots secs, je m'étonnerais que vous en teniez à 3 ou 4.
vous allez vous en enfiler 10 parce que c'est rien du tout. Vous voyez, les abricots secs, hop, hop, vous n'allez pas manger 10 abricots, mais vous allez manger 10 abricots secs. Ne me parlez surtout pas des raisins secs, ça me rend encore beaucoup plus agressif que les pommes. Okay, parce que les raisins secs, c'est 50 grammes de fructose pour une petite poignée de raisins secs comme ça. 50 grammes de fructose. Donc, vous en avez pour 3 jours, tout compris, légumes inclus, etc. Bon, il ne fallait pas me parler de pommes. Hein. Oh là là. Il y a quelqu'un qui a mis pommes là dans le… Tom, Simon, il y en a un qui parle de pommes là-dedans ou ils n'ont pas osé? Oui, c'est Ah, moi. si, voilà. Guillaume, la fameuse pomme à 16 heures. Voilà, Guillaume, très bien, je suis très content. N'impliquera pas une envie sur le… Juste une pomme, quoi, sans laitage, sans rien. Est-ce que ça a non, vraiment ce une… sera un pic de sucre. Le pic de sucre à 16 heures va créer une addiction, une obsession pour le sucre. Il faut la… Bon, d'abord, la pomme, il y a trop de sucre, donc il faut remplacer par autre chose. Mais on reviendrait à une orange sanguine, ce sera 3 fois moins de sucre. Mais ça, il faut le renvoyer en dessert. Bon, alors, il y a peut-être quand même Guillaume aussi, donc, qui pose la question, avec une protéine… Bon, c'est vrai que si vous avez un snack à 4 heures où il y a une source de protéines, et on peut imaginer beaucoup de choses, en général, ça reste modeste. Ça peut être, par exemple, des oléagineux, okay, des noix. Bon, mais après des noix, vous pouvez manger quelque chose d'un petit peu sucré, mais ça va être très… On est plus dans le demi-abricot. Hein, on est vraiment très limité. Peut-être un petit carré de chocolat noir, mais vraiment pour le plaisir. Hein. Plus l'apport de protéines est important, plus il y a place pour du sucre derrière ces protéines. Et donc, je donne un peu l'image de l'ombre qu'une prise de protéines peut donner après au moment du dessert. Et donc, si vous avez une grosse prise de protéines dans un grand repas, eh ben, il y a plus d'ombre derrière pour aller manger vos trucs sucrés, hein, en toute discrétion, à l'ombre de votre prise de protéines. Maintenant, si c'est un snack, la prise de protéines va être plus modeste. Il n'y a presque plus de place pour du sucré après ça. Et si vous avez du mal à passer de vos addictions au sucre, il y a probablement intérêt à tout simplement ne pas prendre de sucre à 16 heures. Comme je disais tout à l'heure, le retarder à la fin du repas suivant ou en avoir pris à la fin du repas précédent et sauter le sucre à 16 heures. Okay? Parce que, quel que soit… Alors, je vais vous dire aussi autre chose qui choque tout autant que ce que j'ai dit avant, mais bon, voilà, je ne suis pas là pour choquer, je suis là pour vous dire ce que je crois être efficace, surtout de par mon expérience, de par les connaissances scientifiques que j'ai quand même aussi un peu, si vous voulez bien admettre, et par l'expérimentation sur mes patients. Je soigne des centaines de patients depuis des décennies, donc j'ai une expérience. Et je constate que ce qui donne des résultats pour maîtriser les envies de sucre, pour corriger les dérives métaboliques des paramètres du sucre dans le sang qui sont, je vous le rappelle, la glycémie, le taux d'insuline, l'hémoglobine glyquée, qu'on appelle aussi l'hémoglobine glycosylée ou HbA1c, qu'il faut absolument faire tester, et aussi les triglycérides, et puis même l'acide myristique dans le profil des acides gras. Le docteur Van Averbeek manipule tout ça très bien, donc vous pouvez lui demander de vous tester ces choses-là pour faire choses que vous pensez être un problème. Eh bien, ces paramètres métaboliques vont très bien répondre systématiquement. J'ai envie de dire 100% de bonnes réponses. C'est toujours commencer par la protéine et laisser les glucides et encore plus les sucres pour après. À tel point qu'une assiette qui, je trouve, va bien convenir, où il y a un bon équilibre, selon votre génotype, APOE, entre
les glucides, les lipides et les protéines, donc les graisses, les protéines et les hydrates de carbone, s'il y a un bon équilibre là-dedans, vous pourriez encore avoir des difficultés pour corriger vos paramètres du métabolisme des sucres si vous commencez votre repas par la partie glucidique. Les premières bouchées doivent venir de la partie protéique, pas de la partie glucidique. Mais vous n'êtes pas obligé de manger tout votre cabillaud avant de commencer votre pomme de terre nature. Hein. Vous mangez 3 bouchées de cabillaud et puis alors vous mangez un peu de tout comme on ferait d'habitude. Mais vous commencez par la protéine. Et évidemment, l'apéritif, hein, le petit verre de vin qu'on s'offre en apéritif parce qu'on est en train de préparer le repas et c'est un petit plaisir qu'on se fait, eh bien non, ça va donner un pic de sucre. Si vous voulez absolument une forme d'apéritif ou si c'est une célébration, enfin il n'y a plus toutes ces célébrations, ça a été supprimé récemment, mais enfin imaginons à l'époque où il y avait encore des célébrations, vous vouliez un verre de champagne, vous pouvez avoir votre verre de champagne, mais vous allez devoir le faire précéder de cacahuètes, de pistaches, de cerneaux de noix, d'olives, hein, d'olives noires, d'olives fourrées aux anchois, un peu des akouskis comme ça, et puis alors vous prenez votre verre de champagne. On n'est pas ici pour avoir une diète de souffrance, il ne faut pas aller à table en pleurant, mais il faut connaître les méthodes qui fonctionnent pour corriger toute cette dérive. Si vous saviez le nombre de patients qui ne sont pas nécessairement en surpoids, qui ne sont pas du tout obèses, qui ne sont même pas en surpoids et qui ont un prédiabète. Pourquoi? Parce qu'ils ont de mauvaises habitudes. Il y a des gens, il y en a ici, là, parmi les 40 participants, 40 aidés, qui sont minces, ils sont trop légers, ils n'ont pas assez de poids, ils ont d'autres problèmes d'absorption, etc. Eh bien, ils sont prédiabétiques parce qu'ils sont caramélisés à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'il fallait manger une pomme, voire 2 à 16 heures. Non, non, non. Voilà. Désolé pour le... David, reprends un peu le contrôle de ce truc que je suis en train de faire dériver vers le... Georges, il y a justement... surveiller, mais... Il y a justement Guillaume Losberg qui avait pas mal de questions à poser, qui peut intervenir, ouvrir son micro pour te les poser lui-même. Oui, mais je viens de répondre, mais Guillaume, qu'est-ce que vous pensez de mes réponses? Allez, donnez la réplique. Oui. Ben, oui, ça me satisfait parce qu'en fait, nous, on nous apprend, enfin voilà, ici, moi, je suis nutrition coach, on m'avait dit, ben, à 10 heures, on prend une pomme avec un verre de lait, à 16 heures, pareil. Une banane, c'est faux. Ben, je me rends bien compte que voilà, que tout n'est pas... C'est faux. Maintenant, bon, ça dépend un peu à qui vous parlez. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Si vous avez affaire à quelqu'un de méga sportif qui prépare un Ironman, tout ce que je suis en train de dire ne s'applique pas vraiment. Okay, c'est un tout autre problème. Il y a une approche de médecine du sport aussi, etc. Mais s'il s'agit de personnes qui ont des problèmes pour soit gérer leur poids, leur graisse abdominale, leur attirance pour les sucres, hein, ou qui ont des problèmes intestinaux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes intestinaux avec ces conseils-là. C'est ça le problème. Ce n'est pas innocent. Il y a le microbiote intestinal qui, en général, n'est pas du tout prévu pour ça. Et en fait, ce que vous favorisez là-dedans, c'est une fermentation, une prolifération de bactéries, de levures, etc. Et donc, il ne faudra pas s'étonner que ces gens-là ont des problèmes. Maintenant, allez, je vais quand même vous dire quelque chose, vous m'avez l'air fort jeune. Bon, quand on a 25 ans, je ne dis pas que vous avez 25 ans, mais bon, probablement pas énormément plus, tout passe, ok? Donc, vous pouvez donner les conseils que vous voulez, il n'y a rien qui va arriver. Mais ce sont de mauvaises habitudes et quand on arrive à des âges plus mûrs, c'est le début d'un cataclysme. Hein? Et puis alors, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes
cardiovasculaires, des problèmes de diabète, beaucoup plus jeunes, sans parler des gosses qui sont mal alimentés. Et il y a un problème de civilisation là derrière. Hein. Ce que je suis en train de déballer ici, c'est aussi un problème de civilisation. Donc, tout le monde doit un peu rectifier le tir. Et ça, ce sont des choses qu'on répète. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit ça, quelqu'un qui a fait ça. Au départ, ça partait d'une bonne intention, mais moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment, mais moi, je vous dis, c'est faux. Oui, en fait, ce qu'on rencontre beaucoup, et même pour des jeunes d'une vingtaine d'années, c'est voilà, ils ont des problèmes avec le sucre. Donc, ils ont toujours envie de manger du sucre voilà, pour compenser un mal-être ou ce genre de choses. Et alors, voilà, moi, ce que je leur propose de faire, c'est rectifier avec des repas équilibrés. Mais voilà, c'est vrai que je disais, par exemple, une pomme à 16 heures ou avec un Oui, laitage. Est-ce que là, voilà, c'est peut-être pas équilibré, mais là, hein, je sais pas, c'est comme donner de la méthadone à des drogués à l'héroïne. Hein. Vous les améliorez quelque part parce qu'ils sont plus obligés de voler pour avoir pour acheter leur héroïne. Mais vous leur donnez de la méthadone, vous les droguez à la méthadone. Vous les guérissez pas. Hein. Vous les guérissez pas. Vous entretenez l'addiction au sucre. Le sucre pris seul n'a pas de sens parce que le sucre n'a pas existé dans l'histoire de l'humanité. Donc, ça ne peut pas avoir du sens. Maintenant, je vous ai bien expliqué, hein, sur quand même plus d'une heure qu'on parle, que nier le besoin que les gens vont avoir, enfin, besoin, j'aime pas ce mot-là, nier le fait que les gens vont vouloir quand même du sucre, ça n'a pas du tout c'est pas réaliste, ça va pas marcher, ça. Okay. Je sais combien de temps ça dure, ça. Vous pouvez être très persuasif, vous pouvez être le plus parfait gourou, vous pouvez être très séducteur et endoctriner les gens pour qu'ils ne mangent plus de sucre. Je vais vous dire combien de temps ils vont tenir. 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Pas 7. Hein. Si vous en trouvez un qui tient 7 semaines, c'est qu'il aura triché pendant la 3e semaine et il se donne une semaine de rabio. C'est 6 semaines. Donc, est-ce qu'on va se lancer dans des stratégies pour que les gens fassent une bonne diète pendant 6 semaines et puis explosent? Parce que quand ils explosent, ils font marche arrière toute. Ils sont plus accros encore qu'au départ. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver une manière pour que les gens puissent satisfaire leur fixe de sucre. Eh bien, c'est en dessert, avec un dessert raisonné, comme on a très bien expliqué pour aider Daniel. Et il n'y a pas d'autre solution. Dès que vous sortez de ça, vous alimentez l'addiction d'une manière effrayante. C'est le dealer qui attend les gosses à la sortie de l'école. C'est grave. Accusation que je suis en train de vous faire. Hein, mais bon, ben oui. Et alors, le problème, c'est que ça commence avec les gosses parce qu'on a été inventé un modèle de société où la récompense pour les gosses, c'est d'avoir du sucre. Oui, tout à fait. C'est vraiment catastrophique. Vous voyez, vous savez que j'ai mon chien sur les bras. Vous avez vu ça ou bien personne ne le voit? Bon, j'ai le chien là-bas. Depuis tout à l'heure, là, maintenant, il a mangé, il a été dehors, il est bien, il fait sa sieste. Ce chien ne comprend pas ce que c'est qu'une récompense. Il n'a jamais été éduqué dans ce sens-là. Et ici, il s'est fait mal à un genou. Il a fallu aller le rééduquer sur tapis roulant, hydrothérapie dans l'eau, etc. Et la physiothérapeute vétérinaire, la kiné vétérinaire, me dit, mais on va faire comment? Parce qu'évidemment, pour que le chien aille marcher sur un tapis roulant dans de l'eau, ce n'est pas son truc. Je dis, mais il ne va pas vouloir. Je dis, si, je vais l'encourager, je vais le convaincre, je vais un peu l'animer. Parce qu'elle me dit, mais on va lui donner une récompense. Mais je dis, madame, il ne sait pas ce que c'est qu'une récompense. Ce chien n'a aucune idée. Ce chien n'a jamais pris un truc sucré. Il ne sait pas ce que c'est. On l'appelle avec un bon... Il regarde, c'est quoi cette saloperie? C'est une question d'éducation. Donc, c'est forcément les gens, les habitudes, la société, le marketing, les publicités télévisées, les présentoirs Haribo qui sont à la sortie aux caisses des supermarchés et des stations d'autoroute, etc. Le problème, c'est là qu'il est. Et dès le départ. Donc, vous êtes
coach en nutrition ou coach tout court pour remettre les gens en forme, vous devez lutter contre ça. Vous ne devez pas les enfermer dans ce vice. Vous comprenez, je parle fort, mais c'est parce que le problème est gigantesque. Voilà. Il y a les fruits, on parle des fruits aussi, mais il y a des légumes qui sont quand même assez glucidiques. Et ça, c'est pas recommandé non plus, par exemple, de boire, parce que j'ai regardé vos capsules avant. Hein. Vous parliez aussi de ne pas prendre de soupe, par exemple. Mais voilà, tout à fait, parce que c'est le même exemple que ce que je disais. Si vous mangez des pommes de terre nature avec du cabillaud, il faut commencer par un peu de cabillaud avant de commencer les pommes de terre nature. S'il s'agit d'une soupe, c'est une très bonne remarque que vous faites là. S'il s'agit d'une soupe, eh bien, il faut revenir aux soupes traditionnelles. C'est une anecdote que je raconte souvent, mais je pense qu'elle est très importante. Je me souviens très bien quand j'étais petit, il y a très longtemps, 55 ans d'ici, mes grands-parents recevaient pas mal d'invités de par le boulot de mon grand-père et qui travaillait juste à côté. Donc, ces invités finissaient toujours par débarquer dans la cuisine de ma grand-mère. Il y avait toujours une grande marmite de soupe sur le feu. Et les gens avaient voyagé, ils habitaient au 3e, il n'y avait évidemment pas d'ascenseur. Certains étaient venus à vélo, certains venaient de la campagne, ils avaient voyagé toute une demi-journée. Bon, ils arrivaient, c'était poli de leur donner quelque chose, pas un verre d'eau, quoi. Okay? Puis on ne leur donnait pas de l'alcool, hein, ça n'a pas de sens au milieu d'après-midi, de matinée. On leur offrait un bol de soupe. Et cette soupe avait toujours des protéines. C'était des boulettes de viande. Le vendredi, c'était du poisson, bien que mes grands-parents n'étaient pas religieux, mais bon, voilà, c'était l'habitude. Le poisson était frais le vendredi. On faisait une soupe de poisson. On pouvait mettre du bouilli de bœuf. On pouvait mettre de la poule, comment est-ce qu'on appelle ça, shred de chicken, donc du blanc de poule émietté, des coquillages, des crevettes, des espèces de soupe un peu à l'italienne où il y avait quand même peut-être un peu de pâte dans un style minestrone, mais il y avait aussi un peu de viande, etc. Donc, il y avait des protéines dans ces soupes. Ça, c'est une vraie soupe qu'on peut prendre en tant que telle. Ou alors des soupes de lentilles, des soupes de légumineuses, parce que là, il y a des protéines. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais une soupe de tomate, pure soupe de tomate, n'est pas un bon début de repas et n'est certainement pas une bonne idée à 4 heures. Il faut mettre dedans quelque chose qui peut être une boîte de thon. Hein. Vous avez envie d'une soupe de tomate. Ah, ben, Dr Mouton, il ne veut même pas que je mange la soupe de tomate. C'est vraiment un dictateur, c'est un infernal. Mais nom d'un chien, bien que le thon, c'est peut-être pas le meilleur choix parce qu'évidemment, il y a du mercure, mais bon, allez, une boîte de thon blanc, on peut quand même manger de temps en temps. Eh ben, vous mettez une demi-boîte de thon blanc dans votre soupe de tomate, on est impeccable. Vous allez être bien rassasié et vous allez tenir pendant des heures jusqu'à votre repas du soir. On me demande ici à côté. Et alors, les smoothies, les jus de légumes, alors les gens me disent « Ah non, docteur Mouton, alors voilà ce qu'on me dit. Dans le concombre, il n'y a pas de sucre et donc moi, je prends du jus de concombre, c'est très bon pour la santé. » Je confirme que le concombre est très bon pour la santé, que le jus de concombre est certainement très bon pour la santé, pas à jeun, pas seul. Prenez-le à la fin de votre petit déjeuner, si vous prenez un petit déjeuner ou à la fin de votre premier repas ou d'un brunch. Très bien, moi je suis un adepte de la soupe de concombre, pas à jeun. Vous voulez regarder l'insuline, le taux d'insuline que vous avez après un jus de concombre? Vous voulez voir l'apocalypse en accéléré? C'est une explosion d'insuline. Alors on me dit non, c'est du concombre. Eh bien, concombre, hein, le mot est dit 2 fois, hein, concombre, vous le faites et on teste. Je vous dis, je fais les tests. Vous venez, je fais les tests. Je me mets à votre disposition, je fais les tests. Et l'insuline va exploser. Alors, le jus de citron, première chose le matin, ça ne va peut-être pas exploser autant l'insuline que l'insuline, il va quand même y avoir un pic de sucre. Alors, je vous parle de quelque chose que j'ai fait personnellement, il y a 25 ans d'ici, au bas mot.
j'avais décidé, j'avais décrété que pendant la journée, toujours fort occupé, beaucoup de patients, bon, c'est toujours la même histoire, que j'avais soif et que j'allais certainement pas boire des sodas et des machins et que je voulais quand même quelque chose d'un peu sexy. Et donc, je me faisais des bouteilles d'eau légèrement pétillante, style bru, avec du citron vert. Vous pouvez regarder les tables, dans le citron vert, il n'y a pas de fructose, il n'y a pas, zéro. Je me dis, bon, pas de problème. Eh bien, les bouteilles que je buvais tout au cours de la journée d'eau pétillante avec citron vert m'ont donné un début de prédiabète. Voilà. Et j'ai arrêté et ce truc s'est complètement corrigé. Donc, si vous voulez, j'ai fait les frais de ce… Dès qu'il y a un peu de légumes, un peu de fruits, un peu de machin, même si c'est des quantités ridicules, si c'est pris en dehors des repas, et a fortiori là-bas, c'était répétitif, évidemment, parce que je buvais mon litre et demi sur la journée. Donc, vous comprenez, c'était quand même 20 fois par jour, 15 fois par jour. C'est une catastrophe. Donc, on ne fait pas. Mais on garde le sucre là où il est beaucoup moins dangereux, pour autant qu'on reste raisonnable, c'est-à-dire à la fin des repas. Voilà. OK? Très bien. Merci pour votre intervention parce que c'est très utile. Ça cerne vraiment des problèmes cruciaux. David, est-ce que tu as un peu de blé à moudre pour mes collègues là? Parce que il y a une question pour eux, non? Mais j'ai pas mal, j'ai encore au moins 3 personnes qui ont envoyé des mails. C'est Christelle Lequeux qui pourrait peut-être poser ces questions et peut-être que Simon ou Tom peut y répondre. Essayons. Ouais. Christelle Lequeux, est-ce qu'elle veut poser ces questions? Je vois qu'il n'y a pas la caméra, mais voilà, je vois que le micro se coupe. Voilà, vous pouvez poser vos questions maintenant. Oui, j'avais une question, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas par rapport à l'hémoglobine glyquée. Je me demandais si on la normalise par une alimentation adaptée, est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière par rapport à des éventuels dégâts, notamment sur la caramélisation du cerveau, ou est-ce qu'on stabilise la situation mais qu'il n'y a pas de réparation entre guillemets? J'ai envie de répondre à ça, David. Je peux? Écoute, si vous êtes tous OK, moi je suis OK. Non, mais c'est parce que ça me démange. C'est absolument réversible. Mais presque tout est réversible. OK? Alors, évidemment, il faut voir jusqu'où on est allé dans les excès, mais c'est réversible. Et les dégâts sont réparables. Ok, merci. Alors, un petit complément à votre question, mais qui est très lié à votre préoccupation. Quand vous arrivez à faire ce petit miracle de faire baisser l'hémoglobine glyquée, HbA1c, tout ça est synonyme, par toute une stratégie dont on parle ce soir, vous allez avoir un impact garanti, bon, garanti en tout cas à partir d'un certain âge, mais il n'y a aucune raison que ce soit limité aux plus de 60 ans, mais ça a été démontré chez les plus de 60 ans. Mais bon, à mon avis, si vous en avez 50 ou 55, ça va évidemment être le même truc. Que plus l'hémoglobine glyquée est haute, plus la mémoire baisse. Oui. Et vice-versa. Et ceci, c'est une étude magistrale publiée en 2008 par l'Université de Munich, qui pour moi, c'est une révolution, parce que cette étude, en plus, elle a un caractère tout à fait exceptionnel. En général, toutes ces études conventionnelles étudient toujours la maladie. Eux ont eu un échantillon de population qui est allé chercher très large. Ils n'ont pas pris que des diabétiques ou des prédiabétiques ou des hémoglobines glyquées au-dessus de 6. Ils ont été aussi voir en dessous de 6%. OK? Et donc, même en dessous de 5,8, qui est le seuil pour le prédiabète. Et la relation inverse qu'ils ont trouvée entre l'HbA1c et la mémoire, qui est une relation inverse très forte, elle est vraie tout au long
de cette ligne ascendante. Et donc, même si vous avez une HB de 5, 6, hein, qui n'est pas du prédiabète, si vous voulez améliorer votre mémoire, vous avez intérêt à l'amener à 5,3. Il y aura un effet sur la mémoire. Évidemment, l'inverse est vrai aussi. Donc, cette relation n'est pas une relation dans la maladie, cette relation est une relation systématique et c'est ce que j'appelle, c'est ce que je mets sous comment dire, la grande ombrelle de caramélisation du cerveau. Mais on parle donc aussi de mini-caramélisation, hein, ou de maxi-caramélisation, en se gardant bien à l'esprit que la maxi-caramélisation, c'est la démence ou c'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Voilà ce qui est en jeu. Okay? Donc, très important paramètre. Et plus tôt on commence à maintenir ça sous contrôle, mieux c'est. C'est pour ça que Guillaume, qui est jeune, qui s'occupe de gens jeunes, etc., il a une responsabilité parce que s'il crée de mauvaises habitudes ou s'il laisse les gens croire à ce qu'ils veulent croire ou ne pas finalement corriger leurs mauvaises pratiques, il y a des conséquences à long terme qui sont très importantes. Alors vous me direz, ouais, bon, mais enfin, c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Oui, mais sauf que, comme les plus âgés d'entre nous le savent bien, le temps passe vite. On se dit, ben mince, si j'avais su il y a 10 ans, j'aurais quand même un peu freiné cette dérive. Ce serait plus facile après pour rester en forme et ne pas devoir faire autant d'efforts. Mais donc, c'est très positif. Vous pouvez parfaitement renverser cette glycation, la glycation, hein, l'hémoglobine glyquée, le fait que reflétait la glycation générale de l'organisme et en particulier du système nerveux. Ok, merci. J'ai une deuxième question par rapport au jeûne intermittent, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire, on en parlait quand même dans les capsules sur le sucre. J'ai effectivement entendu dire que quand on était un peu en manque de dopamine, effectivement, le fait de sauter le petit déjeuner, ça pouvait poser problème. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt proposer pour ces personnes-là de sauter le repas du soir, même si socialement, c'est plus difficile? J'ai entendu dire que voilà, ça pouvait poser problème par rapport à des personnes qui avaient des problèmes de dopamine et aussi un dérèglement éventuel de la thyroïde. Bon. Donc, sans entrer dans trop de détails, si on peut inverser le rythme du jeûne intermittent et plutôt commencer plus tôt et finir plus tôt, ce sera toujours mieux que de terminer de manger trop tard en soirée, parce que ça, c'est toujours mauvais. Okay? On ne mange pas avant d'aller dormir. Quand on mange un dernier repas tardif, on prend beaucoup plus de poids avec ce repas que si on le prend en fin d'après-midi. Donc ça 100% d'accord. Comme vous dites, c'est socialement souvent difficile à gérer, mais pourquoi pas? Okay? Maintenant, je crois beaucoup à l'exemple ancestral. Et donc, nos ancêtres, ils avaient besoin de temps en début de journée pour aller chercher à manger. Si que vous à 7h du matin, quand on parle des ancêtres, on voit Nathalie, bon, je ne vois pas le rapport, mais subitement, elle apparaît à l'écran en grand. Tu as du bruit, ça a activé le micro. Et donc, je ne vois pas de logique. En hiver, il est 7h du matin, 7h30 du matin, il fait noir, il va encore faire noir pendant 1 heure et il faut manger. Ça ne me paraît pas logique. Ce qui est très prisé en Californie, vous savez, en Californie, on peut dire ce qu'on veut, mais hein, les grandes révolutions nutritionnelles sont quand même souvent inspirées par des gourous californiens qui parfois exagèrent un peu, mais qui ont quand même des idées de génie qu'il faut pouvoir accommoder
en ne tombant pas dans ce qui est parfois l'excès californien un peu à l'américaine. Ça tombe peut-être un peu dans des dérives, mais il y a des idées exceptionnelles à aller chercher. Ils aiment bien un jeûne intermittent. Je crois que tout le monde est d'accord sur le jeûne intermittent, parce que celui qui n'est pas d'accord avec ça, franchement, c'est qu'il ne regarde pas bien autour de lui ce qui se passe. Maintenant, le problème est de savoir quand on fait le jeûne intermittent. Trop tard le soir, trop décalé, pas bon. OK. L'obsession de cette histoire de dopamine matinale, etc., moi, j'ai du mal avec ça. On va demander au docteur Van Averbeek ce qu'il en pense. Mais où on a une tendance récente vers un consensus, c'est d'avoir cette fenêtre de 8 heures maximum qui peut être réduite à 6 heures entre nous. Mais bon, 8 heures, c'est déjà pas mal. Pendant lesquelles on mange et qui est réglée sur la lumière du jour. Avec l'idée, si vous voulez, c'est que nos ancêtres ne mangeaient pas dans l'obscurité parce que ça n'avait pas de sens. Okay, ils n'avaient pas le courant électrique, ils n'avaient pas d'éclairage correct. Et il faut quand même, quand on imagine les conditions, savoir un petit peu ce qu'on mange et sur quoi on mange et manger dans une certaine aura de sécurité. Donc, voilà, pas trop tard, mais moi, je dirais pas trop tôt. Alors, moi, je ne suis pas très convaincu par ce discours sur la dopamine. Bon, je veux bien aller dans votre sens et alors, à ce moment-là, proposer de manger plutôt le soir. Mais j'ai un peu du mal parce que, puisqu'on parle des ancêtres et qu'on voit toujours Nathalie, qui est probablement le symbole même de nos ancêtres, pour une certaine raison qui m'échappe, mais pourquoi pas. Puisqu'on parle de nos ancêtres, ils faisaient comment alors eux pour remonter leur dopamine? Enfin, vous me direz, ils n'avaient probablement pas de problème de dopamine. Et quand vous me parlez de la thyroïde, je suppose aussi que ça a à voir avec la tyrosine, etc. Bon, écoutez, je vais vous dire froidement ce que je pense. Moi, je ne m'occupe pas du tout de ça, okay? Pas du tout. Je pense quand même avoir des résultats chez mes patients thyroïdiens, mais probablement par une autre approche. Chacun a sa façon de travailler. Et ce qui est vrai au petit déjeuner concernant la dopamine et tout ça, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas s'appliquer à un brunch qui aurait été décalé à 11 heures du matin au lieu de l'aube. J'ai du mal à comprendre pourquoi, comment, d'où vient l'idée de manger tout de suite après une nuit de sommeil. Alors, je veux bien admettre que quand on change les habitudes des gens, ils peuvent se sentir un peu mal, ils peuvent être flagada, ils peuvent avoir un coup de blues, ne pas être bien en début de journée, etc. C'est pour ça que tous ces changements qu'on préconise et que je préconise dans mes capsules, il faut les introduire progressivement. Mais une fois que ces changements ont été opérés, mes patients sont en pleine forme en début de journée avec leur jeûne intermittent. En pleine forme. Ils ne sont pas en manque de dopamine, de tyrosine, de phénylalanine, de 5-hydroxytryptophane et tutti quanti. Ils sont en forme, en pleine forme. Moi, aujourd'hui, j'ai mangé à 4 heures de l'après-midi, j'ai fait 6 rendez-vous médicaux, certains très complexes, très, très intenses, avec des cas difficiles, des gens qu'il faut soutenir par mon énergie, par mon discours. Et j'en ai fait 6, pam, 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 jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Et là, j'ai mangé quelque chose. Et je n'avais même pas faim. Mais bon, je me dis, si je ne mange pas maintenant, à un moment donné, je vais peut-être avoir un peu du mal avec ce fameux webinaire, parce que je voyais venir le webinaire. Mais si j'ai une journée infernale où les choses se passent mal, je vais pouvoir faire toute ma journée sans aucune dépendance alimentaire. Je vais gérer ma journée, je vais être intellectuellement à mon maximum. Alors, Tom me dira, mon maximum, c'est peut-être son minimum. Bon, admettons, mais je serai à mon maximum. Oui. Donc, je pense que je comprends que les gens aient des difficultés, mais ces changements que je préconise, il faudrait quand même les essayer. Il faut les mettre en place progressivement. Et c'est pour ça que
des gens, des coachs, quelqu'un comme David, nutritionniste et médecin. On est là pour les soutenir et leur donner le temps de digérer cette transition. Une fois que la transition est là, ça marche. Docteur Van Averbeek, Simon, quel est ton avis, toi, là-dessus? Toi qui t'intéresses plus aux neurotransmetteurs que moi. Si vous voulez le neurotransmetteur, c'est lui qu'il faut voir, pas moi. Alors, il est toujours là? Oui, excuse-moi, c'est juste parce que je termine de répondre là sur le chat en même temps. Oui. Alors, déjà, par rapport à la carence en dopamine, je trouve qu'il faudrait déjà voir quelle est l'origine, si vous voulez, de cette carence. C'est une personne qui est, voilà, si déjà elle avait déjà des dépendances avant, parce que parfois, voilà, ça rentre dans le cycle de la récompense. Et c'est vrai que les gens, voilà, qui ont parfois une carence en dopamine, c'est qu'on leur a supprimé ce sentiment, si vous voulez, de récompense ou de plénitude dans ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi voir aussi d'un point de vue assimilation s'ils n'ont pas de problème au niveau digestif, parce que c'est sûr que s'ils n'assimilent pas voilà, s'ils n'ont pas suffisamment de protéines et qu'ils ne les assimilent pas bien, c'est sûr qu'ils ne vont pas avoir suffisamment de dopamine, entre autres. Donc voilà. Ça me plaît bien comme je fais une toute petite remarque, bref. Ça me plaît bien parce que de nouveau, vous voyez, pour tous ces problèmes que je vois moi plutôt comme des conséquences que comme des causes primitives de la mauvaise santé de la personne qui vous consulte, je renvoie aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est un bon intestin en bon état de marche, c'est exactement ce que Simon vient de dire. Et pour que l'intestin soit en bon état de marche, il faut que le fuel, la version française du fuel, FIOUL, hein, donc que le carburant soit adapté au moteur. Hein. Le moteur, c'est votre génotype ApoE. S'il y a une discordance de départ entre l'équilibre entre les grandes familles de macronutriments que vous mangez, donc toujours les glucides, les lipides et les protéines, et ce pourquoi votre moteur vous a condamné à prendre comme carburant, alors je vous garantis bien que vos neurotransmetteurs vont être complètement en train de battre la campagne. Vous comprenez? Donc moi, je ne pars pas de ça. Et si vous voulez, j'ai inventé une nouvelle analogie cet après-midi. Alors, en général, quand j'invente des nouvelles analogies, je les oublie aussi vite fait. Mais celle-ci, je m'en souviens toujours. Je vais la mettre dans la vidéo et comme ça, elle sera peut-être pérenne. La nouvelle analogie, il fait que je m'intéresse moins et que ça fonctionne quand même chez beaucoup de gens, pas chez tout le monde, hein. J'ai mes échecs, ça je vous garantis aussi. Et je les enverrai à Simon qui est meilleur que moi pour le neurotransmetteur, on en a déjà la preuve. Mais moi, je trouve que je ne dois pas tellement m'occuper de ça parce que, et c'est ça l'analogie, toute cette histoire d'assurer la dopamine, la tyrosine, le machin, le matin et tout par le type de petit déjeuner et tout ça, c'est, si vous voulez, améliorer le pansement que vous faites sur une plaie. Okay? Donc, vous mettez un pansement humide parce que si le pansement est trop sec, bon, il y a une croûte, ça colle, on arrache la croûte. Bon, c'est du management de pansement. Pendant ce temps-là, moi, avec mes diètes basées sur la génomique, je gère la plaie. Alors, vous pouvez venir avec tous vos pansements. Enfin, attention, je ne m'adresse pas à vous. Hein, c'est à vous en général, parce que, bon, vous n'êtes pour rien là-dedans. C'est une très bonne question parce que c'est une réflexion que j'entends souvent. Il faut absolument qu'on en discute et c'est ce qu'on fait pour le moment. Moi, je suis pour gérer la plaie et soigner la plaie, guérir la plaie, et je ne suis pas intéressé par le type de pansement que vous allez mettre dessus. C'est ça l'analogie. Parce que la plaie, c'est quand l'intestin ne va pas. Et quand l'intestin va, tout va. Bon. Merci. David, je me tais. Georges, il reste exactement 17 minutes et j'aimerais, si c'est possible, qu'on réponde à deux autres personnes, qui est Madame Questemon, si elle veut prendre la parole. Je vois que le micro est coupé, la caméra est coupée. Je ne sais pas si elle s'est endormie ou pas. Ah non, la voilà. Vous pouvez poser vos questions directement.
Voilà, merci beaucoup déjà pour l'intervention jusqu'ici. Moi, la question que j'avais, qui peut-être qu'on n'a pas vraiment abordé directement, c'est plus au niveau médical par rapport au génotype APOE. Je me demandais comment est-ce qu'on pouvait tester ça. Est-ce qu'il suffit finalement d'une prise de sang, de cocher cette donnée-là sur la prise de sang, ou il y a quelque chose? Est-ce que tous les médecins classiques peuvent le faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique pour essayer de déterminer finalement notre profil à ce niveau-là? Ça, le docteur Van Averbeek connaît très bien cette réponse. Non, mais pratiquement tout médecin généraliste pourrait le faire. Seulement, il faut travailler avec des laboratoires qui le font et il faut pouvoir l'analyser correctement aussi. Donc voilà, c'est un peu les deux que. Mais d'un point de vue pratique, normalement, tout médecin généraliste pourrait le faire. Maintenant, 3 millilitres de sang veineux. Ouais. Hein, ouais. Ok. On peut même imaginer de le faire en buccal, hein, avec un frottis buccal. Hein. C'est possible aussi. Bon, nous, comme médecins, on va tout de suite vers la prise de sang, ça nous paraît plus. Mais ça existe en frottis buccal. Mais forcément, il faudra trouver. Bon, le docteur Van Averbeek en est un, forcément, vous imaginez bien, moi aussi. Mais, enfin, moi, je ne fais pas juste ça, mais lui peut faire ça. Mais, bon, on n'est pas là pour essayer de vous ramener à des médecins qui travaillent, qui travaillent dans ma sphère d'influence, parce que c'est une analyse peu coûteuse qu'on fait une fois dans sa vie et qui est disponible. Mais évidemment, vous avez besoin d'une interface médicale et vous devez donner un consentement, un petit document que vous devez signer quand on vous a expliqué en quoi ça consiste. Il y a quand même un certain décorum autour d'un test génétique. Et donc, il faudra nécessairement interagir avec un médecin qui est au courant de ça. En général, c'est plutôt des médecins fonctionnels. Et encore, tous les médecins fonctionnels ne le font pas, ne le connaissent pas, mais je crois que je suis en train de faire changer ça rapidement et donc vous trouverez de plus en plus facilement des médecins qui font ça. Maintenant, avec la pandémie, les soins médicaux se sont profondément transformés et se font aussi à distance. Hein. Donc, tout peut se faire à distance. Les consultations se font à distance. Vous avez juste besoin, évidemment, d'aller dans un centre de prélèvement pour faire la prise de sang, mais vous ne devez pas nécessairement traverser des pays ou des régions pour aller échanger vos coronavirus avec le praticien. Et vous pouvez faire tout ça près de chez vous sans trop de problèmes, quoi. Hein? Enfin, bon, de toute façon, David, est-ce qu'éventuellement, si les gens ont des questions plus pratiques et tout ça, c'est vers toi qu'ils doivent revenir, non? Pour ne pas être trop dans la logistique et la pratique ici, non? Oui, bien sûr, j'en parlerai juste avant de terminer de ce qu'on peut faire. Ici, je voudrais voir si on a répondu à toutes les questions de Mme Questemont. Moi, j'ai un tout petit truc ici que j'ai vu passer qui est bien. J'ai bien aimé. C'est un complément à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Isabelle Meyers qui dit un repas idéal 10 heures, déjeuner, maximum dernier repas 18 heures. Vous voyez, ça, c'est le… oh merde, il y a un terme anglais, je ne parviens jamais à le restituer. Bref, c'est le jeûne intermittent qui est recentré sur la période diurne. Il y a de la lumière, il y a du soleil, on peut manger, on garde la fenêtre de 8 heures, on ne mange pas tard le soir, on ne mange pas dans les froids et l'obscurité matinale. Cette idée du petit déjeuner forcé à 6h30 du matin, parce qu'à 7h, on doit aller se mettre dans la voiture pour conduire les gosses, je ne sais pas où, ça me fait maintenant, mais franchement, froid dans le dos. La logique de ça, que ce soit de la biochimie, que ce soit de la logique tout court d'ailleurs, ou que ce soit une réflexion sur les origines de l'humanité, ça me traumatise. Moi, j'ai vu le squelette de Lucie, c'est notre ancêtre. Elle mesure 1m30, elle mesurait, hein, on n'a plus que le squelette. C'était une femme, elle appartenait à l'humanité. C'était pas un singe, c'était plus un singe, c'était un être humain.
trouvée au pied d'une gigantesque falaise sur le rift éthiopien. Et vous imaginez la découverte archéologique quand on a daté ce squelette qui est intact, qui est complet. Il n'est pas en parfait état, mais il est quand même très complet. Et qu'on a trouvé que cette femme était née il y a 3 200 000 ans. Okay. Alors, est-ce qu'elle prenait un petit déjeuner dans le fond de sa caverne à 7 heures du matin? Permettez-moi d'avoir des doutes. Bon, je sais. Madame Questemon, on a répondu à toutes vos questions. J'en avais juste une autre, peut-être qu'on n'a pas, à laquelle je n'ai pas toujours de réponse. Moi, à mon niveau, par rapport à ce fameux goûter, etc., si j'ai vraiment envie de prendre, oui, une pomme ou un bout de chocolat, je vais le combiner avec des oléagineux. Donc, en général, j'enrobe finalement ce côté sucré de protéines. Mais je connais des personnes dans mon entourage qui ont du mal, qui ont des allergies par rapport à tout ce qui est graines, oléagineux, etc. Et donc, je ne sais pas que leur conseiller finalement comme source de protéines à prendre à la place ou en plus de quelque chose de plutôt sucré si elles ont envie, par exemple, d'une orange ou d'une pomme à 4-5 heures, quoi. Donc, je me demandais si vous aviez des exemples de snacks un peu au niveau du goût qui serait sucré, mais qui n'apporterait pas ce pic de glycémie et qui pourrait être de bons conseils à ces personnes-là, par exemple. Tom, tu as un début de solution pour ça? Donc, si pas d'oléagineux, ça peut être des graines, sauf s'ils ne les digèrent pas non plus. Ouais. Ça peut être un peu riche de graines de chia, par exemple. Sinon, si la personne n'est pas intolérante aux protéines de lait ou au lactose, on pourra aller peut-être sur un yaourt grec, par exemple. Ça peut être une solution pour avoir un petit apport en protéines pour stabiliser un minimum la glycémie. Maintenant, on s'en doute bien que la glycémie va quand même fluctuer. Avec un yaourt et une orange et un bout de chocolat. Elle va de toute façon fluctuer. Peut-être moindre, mais elle va quand même fluctuer. Il faut une adéquation entre la quantité de protéines et la quantité de sucre qui va suivre. Il faut la chronologie, d'abord la protéine, puis le sucre. Il n'y a rien qui va empêcher la pomme de vous exploser votre glycémie. Pour ça, je vous garantis bien. Mais si c'est, pour revenir à des exemples, je crois qu'on a déjà cité, si c'est un petit kiwi, qui est un fruit de saison, vous prenez un kiwi à 4 heures, qu'est-ce qu'il faut comme protéine avant ce kiwi? Effectivement, si un yaourt peut convenir, ça va faire l'affaire. S'il y a des problèmes avec les produits laitiers, vous pourriez quand même prendre un yaourt de soja nature non resucré. Il n'y a jamais personne qui est mort après avoir mangé un yaourt soja à 4 heures, pour autant qu'il ne soit pas méga resucré. Donc, vous regardez l'étiquette. Mais si c'est du yaourt soja nature, maintenant, on fait des yaourts à base de coco, on fait des yaourts à base d'amandes, de plus en plus. Donc, il y a, si vous voulez, l'équivalent des laits végétaux en yaourt non à base de laits animaux. Eh bien, c'est suffisant après pour manger un kiwi. Mais la pomme, il va falloir vous taper le menu 3 services dans un restaurant étoilé pour vous caler que la pomme ne fasse pas une bombe de sucre. Donc ça, vous oubliez. Et je ne sais pas pourquoi il faudrait absolument, d'abord la pomme. Écoutez, je veux encore bien entendre parler de pommes à l'automne, mais les gens me mangent des pommes au mois de juin et de mai. Elles sortent d'où ces pommes? Vous pourriez bien me dire d'où elles sortent. Bon, elles ont pris combien d'avions là pour arriver dans votre goûter? Et donc, oui, mais moi, j'avais envie de dire aussi, vous savez, c'est n'importe quoi en fait. Il y a un petit reste du repas de midi, vous avez faim, vous mangez un petit reste du repas de midi, vous avez envie d'un petit fruit après, voilà, vous êtes sauvés, comprenez? Moi, un truc que je prends, je l'ai dit, je pense, l'autre jour dans ma vidéo cuisine, c'est des petites boîtes de conserve, c'est portugais, mais c'est génial. C'est du cabillaud, un petit peu, c'est tout petit, c'est une toute petite boîte de conserve, c'est du cabillaud avec des pois chiches. Bingo, Après ça, vous pouvez vous taper un kiwi, ça je vous garantis. Moi, personnellement, quand j'ai pris ça comme snack, je suis super bien rassasié, je n'ai plus envie de rien.
Mais voilà, il y a 36 choses. Vous pouvez prendre à Londres, ce qui est typique, c'est des petits magasins comme ça qu'on appelle prêt-à-manger. Vous avez un demi-avocat avec des crevettes dedans. Ben voilà, vous êtes bardé de protéines. Après ça, vous pouvez même prendre une orange si vous voulez. Il faut une adéquation entre la force de la protéine et la quantité de sucre que vous cachez dedans. C'est mon analogie, c'est l'ombre de la colline ou de la montagne qui vous permet d'aller manger votre sucre derrière sans aller offenser les génies de l'hémoglobine glycosylée, chère à madame qui a posé ces questions sur l'HbA1c. Et pour cacher une pomme, eh ben, il vous faut le mont Everest. OK? Cacher un kiwi, vous vous contentez de l'Ardenne bleue. Vous connaissez l'Ardenne bleue, qui est verte, mais qui a un reflet bleuâtre et qu'on appelle l'Ardenne bleue et qui est magnifique. Bon, et avec ça, à cause de vous, je ne regarde pas si mes renards viennent. Et donc, il paraît qu'ils sont venus, qu'ils sont repartis et qu'ils sont fâchés sur moi. Bon, David, maintenant, je ne dis plus rien. Alors, Georges, je voudrais voir avec Michael Grapotte s'il a encore des questions, parce que j'ai vu qu'il posait pas mal de questions à Simon. Donc, je voudrais voir s'il a eu réponse à toutes ces questions, s'il a encore une question, s'il veut intervenir en ligne. Donc, s'il veut intervenir. Bonjour, Michael. Bonjour. On t'écoute. Ouais, j'ai une dernière question pour le docteur. Est-ce que vous pensez voir des cas d'Alzheimer de plus en plus précoces dans le futur? Ben, alors, c'est une question intéressante. Je dois dire qu'on ne me l'a jamais posée de cette façon-là. Je n'en sais rien, mais je crains mais qu'on n'a pas encore vu ça, mais que ça va venir à cause du fait que les enfants sont de plus en plus obèses, de plus en plus tôt, et les jeunes adultes, etc. Et que le prédiabète touche maintenant, le diabète, en France, parce qu'en Angleterre, il y a des gosses qui sont diabétiques beaucoup. Et donc, parce que là-bas. Mais le risque, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas encore vu ça, mais que ça nous pend sous le nez pour le futur, parce que je ne vais pas prendre l'exemple de l'Alzheimer où on n'a pas des chiffres aussi précis, mais la maladie de Parkinson est une autre forme de neurodégénération qui est quand même voisine et il y a des tas de points communs, notamment les protéines anormales qu'on retrouve dans ces différents cerveaux malades. Notamment après, quand on fait des autopsies, malheureusement, les gens meurent de toute façon un jour ou l'autre, donc on peut aller voir. Et je ne dis pas nécessairement, ne meurent pas spécialement du Parkinson. Enfin, je veux dire, ce sont des maladies chroniques. Ce n'est pas mortel, mais c'est même évidemment une maladie lourde. Et donc, c'est ce Parkinson, parce que là, on connaît les chiffres. Une maladie de Parkinson commence 30 ans avant ses premières manifestations neurologiques par un dérèglement intestinal. Et la preuve qu'on a, on sait, ce sont des protéines anormales qu'on appelle des synucléines qui remontent probablement le long du nerf vague. Tout part d'un dérèglement intestinal. Et alors, la preuve clinique qu'on a, sans parler de recherches scientifiques très, très élaborées, c'est que ces patients sont dans leur grande majorité constipés. Ils commencent par être constipés quand ils ont 42 ans et c'est à 72 ans, 72 ans que le Parkinson va se déclarer, 30 ans après. Et donc, évidemment, plus on va dérégler les intestins tôt et jeunes, plus on risque de voir apparaître une neurodégénération tôt. Parce qu'il y a cette latence, c'est le temps que le cerveau met pour se dérégler et s'enflammer et dysfonctionner. Merci, docteur. Alors, Michael est très connu maintenant sur Facebook parce que Michael a trouvé l'astuce pour prédire le titre de mes prochaines capsules vidéo. Alors, coup de main dans la fameuse... Alors, ce qui était anormal, mais vous savez, je suis probablement anormal, il faut bien reconnaître, c'est que j'ai un épi
lui parler parce que le 2, c'est dans une semaine et le 1, c'est dans 15 jours. Et donc, connaissant le titre de l'épisode 3 qui est « Le retour du gras », comprenez un peu de quoi on va parler, eh bien, Michael, l'épisode suivant, mais évidemment, pour en savoir plus, hein, je vous renvoie aux épisodes en question. David, je me tais là maintenant. Ben, voilà, nous allons terminer. Je voulais voir avec Tom et Simon s'ils voulaient rajouter quelque chose. Tom? Bah, je veux dire, ça me semble déjà pas mal. Après, j'ai vu des commentaires assez sympas. Par rapport au métabolisme de base, le fait de jeûner, de mettre en carence le corps, etc. Et qu'on pouvait dérégler le métabolisme de base. Bah, je suis pas trop d'accord. Si on gère le jeûne correctement, pendant la période de jeûne, on peut avoir faim, ça c'est pas un problème. Mais pendant la période de nutrition, là, il faut vraiment manger à sa faim au moins sur 2 repas, voire une collation entre les deux si le premier repas n'est pas assez conséquent, afin de bien relancer le métabolisme. Et le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils commencent le jeûne intermittent, quel que soit le génotype, eh ben, ils ont tendance à ne pas manger assez dans la période de nutrition, ce qui fait qu'on dérègle l'hypophyse et après on a des effets yo-yo et là, c'est pas top. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport aux petits commentaires que j'avais vus. Vous parlez, M. Comblin? Oui, M. Mouton. Je suis très d'accord avec ça. C'est exactement ce qu'il fallait dire pour un peu expliquer ça. Et j'ajouterais une toute petite, un tout petit complément, c'est quand ce jeûne intermittent a été amené progressivement, le corps trouve toutes les ressources pour compenser et ne pas se mettre en famine, et ne pas avoir de fonte musculaire, etc. Bon, il faut bouger, mais ça va sans dire. Personne ne va être bien portant sans bouger. Il faut bouger pour solliciter la musculature et qu'elle s'entretienne. Mais de nouveau, c'est pour ça que c'est rassurant. Je vous ai parlé de Lucie, nom d'un chien. Non, je ne peux pas dire nom d'un chien. Goliath est toujours là sur mon bras. Je vous ai parlé de Lucie. Pourquoi? Parce qu'il y a ces millions d'années d'expérimentation avec l'espèce humaine qui a pu changer l'espèce, le genre Homo. Hein. Il y a eu plusieurs versions de Homo et certaines branches se sont éteintes. Mais cette expérimentation a duré plusieurs millions d'années. L'être humain, comme beaucoup de mammifères d'ailleurs, s'est développé dans un contexte de jeûne chronique. Depuis quand est-ce qu'il y a de la nourriture disponible toutes les 2-3 heures, soi-disant, pour maintenir la glycémie? Certainement pas en Angleterre en 1947. Hein. Je peux vous dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre, il y avait des tickets de rationnement. Il n'y avait pas des repas toutes les 2 heures. Hein. Ça c'est certain. Donc, je veux dire, ça sort d'où ça? Ce truc méga moderne de dire qu'il faut absolument… ce n'est pas le corps que vous rassurez, vous confortez. C'est vos patients. Vous vendez à vos patients un truc qu'ils ont envie d'entendre. Hein? Alors évidemment, ça marche. C'est du bon marketing. Vous avez vos patients, ils veulent du sucre, vous leur dites, pas de problème, vous aurez votre pomme à 16 heures. Mais c'est criminel. Bon, David, je me tais là, parce que ça… Simon, as-tu quelque chose à ajouter? Non, moi je pense qu'on a été très clair. Je veux juste dire que je ne suis pas certain que les barres que Dr Mouton a mangées étaient plus petites que d'autres que Tom fait d'habitude. Mais sinon… Je pense que les webcams ont un effet grossissant qui est… Ouais, c'est ça. Oui, on va les peser. Je ne mangerai plus les autres et on va les peser quand il reviendra la semaine prochaine. On les pèsera et on en saura plus. Ou je vais peut-être me peser, moi, évidemment, aussi. C'est malin, ça. Ben, écoutez, on va terminer comme ça. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'était à chaque personne qui sont présents ce soir, c'est un appel téléphonique personnel. Donc, si ça vous intéresse, on peut discuter de différentes choses. Je peux aussi, par rapport à cet appel téléphonique, vous aiguiller vers les bonnes personnes qui sont
adéquate pour répondre à vos questions ou autres. Donc, je vais dégrossir l'appel téléphonique. Donc, envoyez-moi un email sur davidcomblin@gmail.com en m'envoyant votre numéro de téléphone. Si vous avez d'autres questions, envoyez-moi un email aussi et je le dispatcherai à la bonne personne. Entre-temps, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet du Dr Mouton, car il y a toute sa bibliothèque de livres. Je ne sais pas si Georges va encore dire un mot. Pas trop longtemps, Georges. Juste un petit mot sur tes livres. Je t'en prie, vas-y. Ouais, disons qu'au départ, il y a eu des livres et puis effectivement, maintenant, je trouve que le format des vidéos est quand même peut-être un peu plus moderne, un peu plus convivial. Les gens ont du mal à lire un livre de nos jours, toujours en train de courir après le temps. C'est pour ça que les derniers livres sont un peu sous forme de blog ou de quotes. Des quotes, c'est des extraits de publications scientifiques. Et alors, j'ai été jusqu'à prétendre que je faisais des tweets, mais qui n'avaient rien de tweet, qui étaient d'ailleurs nettement plus long qu'un tweet, mais qui étaient quand même des petits trucs qui tiennent sur une page. Donc, il y a des sources d'information, tout se recoupe. Donc, ceux qui sont acharnés devraient un peu regarder dans tout ça parce qu'ils vont finir par vraiment lier tous les bouts. Mais c'est vrai que les capsules ont du succès parce que, bon, voilà, on peut écouter ça en voiture ou à un moment où on est en train de perdre son temps et on peut les réécouter aussi si on n'a pas tout capté, etc. Donc, c'est assez pratique. Et d'ailleurs, ces capsules ont un succès grandissant. Le nombre de vues est en train, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Au début, c'était normal, il y avait une croissance, mais là, maintenant, la croissance accélère. Il y a quand même 200 vues par jour sur ces capsules. Moi, je ne fais pas de promotion particulière. Donc, sur le site Internet, il y a aussi des références scientifiques. Il y en a 1000, il y a des listes, avec… Alors, ça, c'est très important, c'est très bien. Je voulais montrer ça, mais tu vois… Je ne sais pas si vous la voyez. Je suis en train de montrer la liste que Georges est en train de parler. Oui, c'est la liste fructose, où les raisins secs, on voit bien que c'est mortel, où la pomme est en couleur violette, pas verte. Hein. Il y a vert, jaune, orange, orange foncé, rouge clair, rouge foncé, mauve et mauve foncé. La pomme est en mauve foncé et les raisins secs sont dans une couleur innommable qui est plutôt, c'est écrit noir sur noir, donc on ne sait même plus lire. Et donc, ça, c'est des listes importantes. Vous avez des listes pour les noix. Vous voulez savoir des noix qui sont plus riches en graisse ou certaines qui sont un peu plus riches en hydrates de carbone pour s'adapter à votre génotype. Vous avez une liste des noix. Vous avez la liste lactose, vous avez des substitutions au gluten. Bon, c'est vrai que vous pouvez télécharger ces listes. Tout ça, évidemment, est gratuit. La totalité de mon site Internet et des vidéos, tout ça est gratuit. Bon, les livres, évidemment, il faut quand même bien payer l'éditeur. Pas tellement l'auteur qui gagne 8%. Bravo, ça, c'est plantureux. Mais bon, voilà, les livres, ça a un coût. Voilà. C'est bien cette communauté qui est en train de se développer où, regardez, c'est une belle assistance. Je regarde, il y en a plus de 40 personnes à peu près pendant les 2 heures. Et donc, ce que je vous dirais pour conclure de mon côté, c'est si ça vous plaît, essayez de convaincre quelqu'un d'autre à faire moins d'erreurs, à manger mieux. Essayons quand même de faire du bien à l'humanité et à la planète, et les deux vont l'un dans l'autre, parce que quand on recommande des produits de saison en circuit court, etc., mais on fait du bien sur la santé, sur le plan de la santé, mais aussi on fait du bien sur le plan de la planète. Donc tout ça est cohérent, et je crois qu'il y a un mouvement qu'on n'arrêtera plus. Ben voilà, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, et un grand merci au Dr Mouton, au Dr Van Averbeek et à Tom Gall. Et un grand merci à vous tous d'être présents et d'être restés aussi longtemps et d'être à l'écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions ou autres. Regardez le chat qui vous dit au revoir. Moi, je vous dis à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Salut. Oui, merci David. Merci Tom, merci.